Permettez-moi de vous installer, les intervenants, sur l'estrade, si vous le voulez bien, pour répondre aux questions qui vont vous être posées. Voilà, merci. Quelques questions, peut-être peu, car nous avons beaucoup de temps. Demandons au maître des horloges. Moi, je ne suis pas maître des horloges. Nous avons combien de temps ? Mais quand même, il faut donner vie à cette session et remercier ces intervenants. Combien de temps avons-nous ? Autant l'annoncer. 10 minutes, voilà, nous avons 10 minutes à nous partager pour répondre à des questions qui viennent de la salle. C'était très intéressant, très original, certains, tous. Voilà, alors je laisse la parole aux auditeurs. Avez-vous des questions à poser et à qui ? Ou une intervention particulière ? Merci Françoise d'intervenir. Françoise est philosophe. Oui. Oui, il me semble que là, dans les dernières interventions, il y a une chose qui est apparue et qu'on pressentait, mais qui était moins présente, c'est le fait que pour vivre, pour avoir envie de vivre, il faut que la totalité de la personne soit mobilisée. Et la totalité de la personne, ça veut dire aussi bien l'affectif. Et s'il y a quelque chose qui a été très maltraité pendant le confinement, les confinements, c'est ça. On a toujours fait appel à la raison. Il faut être raisonnable, il faut accepter ça, après ça ira mieux. Sauf que le ça ira mieux, on l'attend, enfin, bon, il y a un mieux, mais on est toujours sous Covid. Et pour les gens qui sont fragiles, mais nous sommes tous fragiles, ça peut-être on a réussi à le comprendre un peu aussi, hein, cette fragilité, elle passe par les sentiments, par une solitude qu'on subit, que parfois on a désiré, mais quand elle devient le lot quotidien, c'est beaucoup plus compliqué. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que parler avec les autres, s'adresser aux autres et relancer les idées qu'on peut avoir, relancer ses espoirs, relancer ses peines aussi, c'est ça vivre, c'est ça exister. Et je pense que tous les efforts qui ont été faits dans un EHPAD pour retisser le lien, qui est vraiment un lien vital, ça montre ça. Hein. Le désir d'exister est fondamental, sinon la vie s'éteint, la vie s'étiole. Merci beaucoup. Nous l'avons entendu, mais c'est important de le répéter, parce que ce lien vital, on entend la vie, on entend la santé, on n'entend pas là-dedans ce que les philosophes rappellent très bien, comme vous, comme tout à l'heure Fabrice Huxley, en citant la philosophe Simone Weil, le besoin de l'âme. Et nous avons entendu d'une façon très particulière aujourd'hui la mission des animateurs. Eux qui ont compris tout de suite ce qu'ils allaient faire et comment faire, animer, non pas distraire, installer des loisirs, des activités au sein de l'établissement, parce que bon, c'est bien occupé. Non, c'est le besoin de l'âme là qui est entendu, et vous l'exprimez magnifiquement. Merci. Nous ne sommes pas tous forcément équipés dans notre démarche de soins pour tout ça. Voilà. Alors, d'autres questions, d'autres réactions ? Il doit y en avoir, parce que le sujet est magnifiquement présenté. Oui, merci. Je voulais m'adresser en particulier à Florence Sord à propos des étudiants. Alors, si je parle des étudiants, c'est aussi parce que j'ai un petit-fils qui est le président de l'Association générale des étudiants de Montpellier. Et donc, au travers de ce que j'évoque là, c'est aussi des discussions que j'ai eues avec lui. Vous avez insisté à un moment sur le fait que parmi ces étudiantes et ces étudiants, il y en avait certains qui n'avaient jamais vu les bancs de l'université. Et je pense qu'au-delà de l'âge, au-delà de la position,
ça pose la question de l'expérience qui nous permet de faire face à. Et je crois qu'un bon nombre de ces étudiants, en particulier pour ceux qui entraient dans la vie étudiante, ont été encore probablement plus touchés que les autres parce qu'ils n'avaient pas d'expérience déjà pour se défendre de manière peut-être un peu plus ferme vis-à-vis de ce qu'ils vivaient. Et d'une manière plus générale, on a évoqué l'agisme à un moment donné. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que quand même, une année à 20 ans, ce n'est pas une année à 80. Parce que tous ici, nous avons pour expérience la vie que nous avons vécue derrière nous. Et si vous voulez, quelque part, on peut se poser la question, quand on a 75 ou 80 ans, je veux dire, une année, c'est finalement 4 fois moins qu'une année quand on a 20 ans. Alors je veux pas faire une relation mathématique qui serait absurde, mais je pense quand même que pour les jeunes, et ça se traduit dans leur difficulté à s'adapter aux vagues successives. C'est-à-dire que le ras-le-bol, il a été, me semble-t-il, particulièrement perceptible chez les plus jeunes. Juste, je vais réagir. Alors, oui, je suis d'accord avec le fait qu'on a des étudiants qui, effectivement, même si on regarde, ils ont passé le bac sans être à l'école. Ils ont eu le bac, et puis ils sont venus à l'université sans être à l'université, etc. Et donc, c'est vrai que, sans doute, on a une difficulté pour ces jeunes à trouver des stratégies, puisqu'en fait, ils n'ont pas de repères dans cet espace-là. Ça, c'est sans doute indéniable. Là où je suis moins d'accord avec vous, c'est que, oui, les jeunes ont perdu un an, mais les plus âgés ont perdu aussi un an. Et moi, je me rappelle les propos à un moment donné de ma mère qui m'a dit « mais on m'a enlevé un an, et à l'âge que j'ai, c'est énorme, parce que j'ai plus cette vie-là. À 20 ans, il y a toute la vie à vivre, a priori. La personne qui a 80 ans, elle a plus 40 ans à vivre, a priori. Et donc, c'est quand même, voilà, il y a quand même ce rapport-là, c'est-à-dire, bien sûr, mais le jeune aura encore... tout le monde est adaptable et donc il aura encore plein d'années à sans doute expérimenter. Par contre, effectivement, plus on va vieillir et moins on a d'années à expérimenter. Mais voilà, ça c'est pour dire que je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Il n'y a peut-être pas de différence forcément parce qu'il y a un âge différent. Il y a des différences dans l'accès à ce talent, car c'est un talent que l'on se développe, cette faculté d'établir des liens, de cultiver des liens, de les consolider, de les avoir, ce lien social comme lien vital. Finalement, à écouter Florence Sorde, à écouter Dominique Blé tout à l'heure, je me suis dit, mais il n'est pas inné, il est acquis, il est culturel, et selon les cultures, il est différent. Et je me rappelle une chose, avoir entendu Marcel Ruffo, à l'issue d'une conférence, dans une discussion, qui disait « Heureux le petit qui est allé à la crèche, heureux l'ado qui est allé en colo, heureux tous ceux-ci qui ont été confrontés d'emblée à un groupe social. Il a su, il a pigé comment faire pour tisser des liens. Et il avait le truc. Voilà. Là où on l'a pas, on le développe ou pas. Il s'enseigne, ils nous l'ont dit tous les deux, autant Florence que Dominique. Ça s'enseigne et ça se cultive. Ça se perd, ça peut se perdre chez certains étudiants et ça se rééduque. Florence l'a dit tout à l'heure. C'est important à entendre et peut-être pour savoir quoi faire. Il y a des choses à faire pour ceux qui ont souffert parce qu'ils ont perdu, là, à cause de cette pandémie, ils ont perdu quelque chose qu'ils ne savaient pas, aussi bien que d'autres, garder, entretenir, cultiver. Certainement. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je pourrais préciser que c'est pour ça que c'est parce que ce que vous venez de dire, que le lien social est une question éthique, que nous envisageons dans la sphère, je dirais, de la santé. La charte éthique peut être un support, justement, pour travailler la qualité de ce lien social dans notre champ de compétences. D'une manière générale, c'est une question éthique offerte à la société.
Oui, pour le lien social, il y a M. Morfoise, M. Salé. Je crois que les usagers, les étudiants qui doivent subir des contraintes ont besoin d'avoir une notion de crédibilité, c'est-à-dire qu'on est auprès des malades, on est auprès des familles et on doit avoir des éléments forts de crédibilité et qui est un élément de lien social. Et souvent, on a une rupture au niveau des jeunes, au niveau des patients, parce qu'on n'a plus ou on ne peut pas leur affirmer ou s'affirmer comme un élément de fonction qui est crédible. Alors je crois que l'ARS nous a montré à M. Morfoise donc les demandes, les questionnements. On les a au niveau régional, au niveau local. Si on veut maintenir un lien social et pas le chaos, c'est qu'on doit montrer des signes de crédibilité dans les liens entre nous, entre les professionnels, parce qu'en face, on a le chaos, les médias, le fantasme, la peur. Et je crois que même si c'est la réalité du moment, je crois qu'on doit nous aider localement, régionalement, à avoir des éléments de crédibilité dans notre mission, qui est une mission qui n'est pas toujours agréable, parce qu'on annonce la mort, on annonce la souffrance, on annonce la contrainte, on annonce les difficultés, la restriction. Pourquoi? Et si c'est un décideur local, qui est un directeur, un médecin, il faut qu'il soit crédible dans sa bonne parole. Et ça, je crois que c'est essentiel de nous aider, à travers les types, à travers les réflexions, de nous aider à être crédibles au moment où l'annonceur n'est pas une annonce qui est toujours, acceptée, voire acceptable. Voilà, merci. Je voudrais poser une question. Oui. Commentaire. Je suis d'accord, c'est-à-dire il y a eu la première vague, deuxième vague, c'était le chaos absolu et il fallait donner un contenant. Et notre rôle, c'était de donner ce contenant et de rassurer, de donner un sens à ce qui est en train de se passer. Et juste envoyer, dire « Ah, ça c'est des directives ministérielles », ça ne marche pas. Il fallait absolument qu'on donne du sens à ce qui est nous, c'est-à-dire qu'on prenne notre destinée en main et qu'on donne un sens à ce qui se passe. Voilà ce que je voulais dire. Pardon, est-ce que vous m'avez entendu? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit contenant, qu'on donne un sens à ce qui se passe. Je suis d'accord, d'une autre façon. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ça renvoie à ce que les autres ont dit aussi. Et d'organisation, je crois qu'on attend ce qui a été perdu. Pourquoi la relation séduisière, la bonne parole, elle était au pied du patient. Je crois que ce soit la télévision, qu'on revienne au niveau du pied de la souffrance et qu'on soit le support de réflexion scientifique, politique, organisationnelle, mais il faut qu'il y ait un renforcement de la crédibilité locale. Ce qui a été fait, c'est important. Ça a été fait, je crois que c'est essentiel qu'on s'auto-crédibilise pour rassurer, qu'on s'auto-crédibilise pour rassurer. Alors c'est justement sur ce point que j'ai une question à poser à Jean-Jacques Morfoise pour l'ARS. Parce que ce que vous soulevez là, c'est une question d'éducation citoyenne, c'est une question d'éducation sociétale. À qui revient-elle? L'ARS s'est bien investie dans l'éducation thérapeutique du patient. Mais là, on se trouve face à une question d'éducation thérapeutique, mais enfin de prévention collective vis-à-vis de la société. Il y a une question d'éducation sociétale qui pourrait s'installer, se développer, pourquoi pas avec vous, avec l'ARS, pour être soutenue, diffusée, car c'est une information à donner à la société, une formation, une éducation préventive sociétale. Enfin, je ne sais pas, pour prendre en charge les pandémies. Voilà. La prochaine fois, ne laissons pas se confronter comme ça, sauvagement, l'individu et le collectif. Le lien social, justement, il fait le lien entre l'individu et le collectif. Il doit être capable de cela. Mais faut-il encore l'expliquer, l'accompagner? Ce sera peut-être pour la pandémie dans 20 ans, mais juste deux réflexions très courtes. C'est d'abord, je peux qu'être, Catherine, d'accord avec toi sur le fait que, bien sûr, on a un sujet d'éducation à la santé.
des plus jeunes dès le plus jeune âge, et il y a plein d'actions qui sont menées dans ce cadre-là, je pense notamment sur la nutrition, sur la santé environnementale. Et aujourd'hui, les jeunes sont très très sensibles à cette question de la santé environnementale, ce qui me rend assez optimiste sur le fait qu'ils sont en capacité de développer un véritable enseignement. On travaille pas mal avec l'éducation nationale, c'est pas facile. Pour nous, mais en tous les cas, je pense qu'il y a une prise de conscience collective de cette nécessité, d'une part, d'éduquer les jeunes, d'éduquer à la santé globale. Et la deuxième, c'est aussi d'éduquer à une réflexion scientifique, vraiment. Et le plus jeune âge non plus pour sélectionner les cortex les plus performants sur le plan analytique, mais aussi aux sciences appliquées. De savoir l'utilité d'apprendre les mathématiques, quitte à savoir les dépasser. Donc forcément, là-dessus, je peux être tout d'accord. Dernière remarque pour faire écho à la réflexion de Laurent, c'est que il faut être crédible, pour être crédible, il faut être audible. Je suis d'accord avec madame sur le fait que pour être audible, il faut être aligné sur le plan émotionnel. Au-delà du discours rationnel, analytique. Ça aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend avec l'expérience, mais ça ne s'apprend pas sans doute assez sur les bancs des facultés de l'université. Effectivement, savoir concilier cette intelligence émotionnelle et cette intelligence analytique. Et je crois que les deux sont absolument nécessaires pour gagner de la crédibilité, quelque part, je voudrais dire un peu d'autorité, sans avoir à exercer cette autorité pour faire appliquer les choses. Il y a une question là. Oui. Je reviens sur la tension, la tension qu'il y a entre des valeurs, et la liberté et la sécurité. J'aimerais savoir parmi les intervenants s'il y en a qui ont, parce que j'ai eu un exemple, 2 exemples, qui ont essayé d'aménager les choses pour réduire cette tension. Et même, quelquefois, ça pouvait être à la limite de la transgression. Ce qui m'avait fait penser, c'est cette difficulté, ce vécu très pas bon sur se voir à travers une vitre en verre. Alors, il y en a qui ont trouvé des solutions pour se voir en vrai, à distance. Mais voilà, mais ce n'était pas dans les recommandations de l'ARS. Alors, vous pouvez y répondre, s'il vous plaît? Peut-être qu'il n'était pas préparé à cette question-là, car elle est très intéressante, mais elle n'est pas précisément dans la cible là, du lien vital. Mais on ne va pas rendre le lien que l'on a avec vous. Je vais répondre très rapidement en 2 minutes pour dire que nous-mêmes, comme je l'ai dit, on a été un peu transgressifs avec la recommandation nationale. Et l'intelligence des situations doit primer. Ça renvoie à la question du courage sans témérité et de l'humilité avec de la responsabilité. À partir du moment où les établissements ont su trouver collectivement des réponses intelligentes, je ne crois pas avoir le souvenir, j'en suis même sûr, qu'on n'ait jamais diligenté d'inspection dans les établissements pour non-respect des recommandations. Voilà, donc je ne suis peut-être pas politiquement correct de dire ça, mais c'est ça notre réalité. Donc encore une fois, on fait confiance aux institutions professionnelles, aux institutions intelligentes face à cette situation humaine. Alors Dominique. Et doublement rebondir sur ce que vous avez dit sur 2 sujets. Le dernier, vous avez parlé d'humilité, et je pense qu'un des bons moyens pour être crédible, c'est de ne pas se mettre dans une position de toute puissance. Admettre que l'on ne sait pas, ça rend crédible. Et ça nous met en position justement d'égalité avec l'autre personne avec qui l'on parle. Elle ne sait pas, nous ne savons pas, nous avons ce point commun. La deuxième chose sur laquelle je vais rebondir, c'est par rapport aussi à cette crédibilité, par rapport à la question de l'information. Lorsque donne de l'information, on est en position de sachant, on est en position de pouvoir. Et si on dérape, eh bien justement, on n'est plus crédible. Par contre, et c'est là qu'il y a le distinguo entre informer et annoncer, quelque chose qu'on a beaucoup travaillé après l'apparition de la loi Kouchner, ça remonte à 20 ans, pas à 20 ans. Informer, tel que nous le présente le Code de la santé publique, c'est donner de l'info scientifique, ça peut être par écrit, ça peut être n'importe comment. Par contre, annoncer, se mettre en position d'égal à égal avec le patient, et c'est un dialogue entre personnes.
Et là, ça rend crédible. Ça rend crédible, et je pense que et ça restaure le lien social. Donc la boucle est bouclée, on restaure le lien social justement par tout ce travail de l'annonce qui prend du temps, et qui est certes réglementaire, mais en même temps qui est d'humain à humain. Et là, je pense que là, on peut restaurer la crédibilité. Je viens d'entendre la boucle est bouclée et je crois que ça va convenir à tout le monde. C'est désolant, mais on est obligé d'arrêter car il y a des routes difficiles. Limoux, quand même, il y a un sacré chemin. Voilà, merci à tout le monde. Je voulais simplement rajouter un mot là. Vous avez parlé d'informer. Et je voulais dire que médiatiser, ça peut être informé, c'est souvent mise en scène. Et quand c'est mise en scène, et surtout quand c'est mise en scène pour une représentation individuelle, ça peut expliquer effectivement à un moment donné qu'il y a une distorsion du discours. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus. Merci.